Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus au Conspiratorium, votre plateforme de discussion des actualités de partout et surtout de la République démocratique du Congo, car c'est ça les nouvelles à la une pour nous, Congolaises et Congolais. Aujourd'hui, qu'allons-nous parler? De quoi allons-nous parler, voulais-je dire? Parlons de ce qui se passe à l'Est. Dans la ville de Bukavu, il y a une base militaire qu'on appelle le camp Sayo. Le camp Sayo, c'est un cas de combattants, donc d'infanterie, qui est tombé entre les mains des assaillants, donc des forces de l'invasion, qui sont chapeautées par les forces rwandaises du Rwanda, bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce camp regorge à son sein. Et ça, je ne le retire pas d'un chapeau. Je ne parle pas du travers de mon chapeau. Je dis les faits et sont des faits avérés. Dans le camp Sayo, il y a 80% de membres qui sont rwandais. Et 20% seulement congolais. Le matin, non, la veille de la tombée de la ville de Bukavu, il s'était déjà tracé deux parties, donc deux camps. Dans le camp même, dans le camp militaire, il y avait déjà la scission en deux. La partie des Rwandais, tous ces Rwandais qui sont venus des brassages, des mixages, quand on dit que la RDC avait gagné contre le M23 en 2012, ce qui est faux. La RDC avait donné au M23 tout ce que le M23 voulait. Et ainsi, les armes s'étaient tues. C'était tout. Donc, les M23 sont restés chez nous. Ils sont allés où? Intégrés dans les forces armées, dans la police d'administration du pays. Et comme dans certaines rubriques de quand on avait signé avec le CNDP, c'était dit que tout Rwandais a droit de devenir Congolais et que le commandement militaire de la RDC dans sa partie Est devait être donné aux ressortissants rwandais. Donc aux Rwandais du M23, du RCD, le RCD qui va devenir CNDP, qui va changer de nom pour devenir M23. Aujourd'hui, il est mixé avec le AFC. Tout ça, ce sont des Rwandais avec quelques têtes de Congolais idiots qui font la tête d'affiche, c'est tout. Voilà. 80% de ces Rwandais étaient de ce camp-là. À la veille de la tombée de la ville, les Rwandais prennent possession du magasin d'armement. Vous avez vu qu'à la tombée de la ville de Bukavu, on a montré le magasin d'armement livré à lui-même, où il y avait des armes de toutes sortes et des équipements de protection personnelle qu'on appelle gilet pare-balles ou veste de défragmentation. Tout ça était là. Les militaires qui disent Tshisekedi ne nous donne pas les armes, ils disent faux. Parce que Tshisekedi sortait l'argent et ce n'était pas un secret de tous. Vous savez que le budget national, 10% de ce budget, ou 3 milliards, allait à la défense nationale. Cet argent qui allait acheter les équipements et d'autres allaient aux besoins des militaires, mais malheureusement, ça se faisait subtiliser et détourné par les chefs militaires. Quand ils ont fait acheter des armes
à Tshisekedi. Ils se sont basés sur les besoins de l'armée rwandaise. Ces généraux-là de la RDC, des FARDC qui est l'armée nationale, étant à la solde du Rwanda, ont pris le menu du Rwanda, l'état de besoin du Rwanda. Ils ont fait commander à la RDC des équipements militaires. Que quand c'est arrivé, destiné au terrain approprié, où ça doit être déployé, on prenait ces armes, ces équipements, on envoyait au Rwanda. Le peu qui restait ou les équipements désuets, on donnait aux FARDC. Et nos militaires s'étonnaient, se disaient, mais où sont les armes que Tshisekedi achète? On apprend qu'on achète des armes. Chaque fois, il n'arrête pas de se vanter de son armée qui monte en puissance. Tshisekedi se vantait son armée parce qu'il était sûr que toutes les armes, que tous les équipements, que tout ce dont a besoin son armée était acheté et fin prêt pour le travail. Quand vous entendiez ce ministre de la Communication parler de la montée en puissance, quand vous entendiez le ministre de la Défense parler de la montée en puissance, ils étaient sûrs qu'ils avaient tout. Là, Tshisekedi disait, on n'a même pas besoin d'aller au Rwanda. On peut atteindre le Rwanda sans quitter notre territoire. Il bluffait pas, il disait vrai, mais il se basait sur les besoins qui lui ont été apportés sur sa table et qu'il a sorti l'argent. On lui a dit les armes sont achetées et que c'est acheminé sur le terrain, qu'on est en train de mettre tout en place. Dès qu'on sera prêt, on va bouter l'ennemi dehors. Il le disait. Les soldats, les hauts gradés de l'armée congolaise, savaient qu'ils sont en train de poignarder leur chef dans le dos. Les Congolais se sont étonnés de voir les Rwandais arriver avec de l'équipement. Ils se disent, mais nous aussi, on était censé avoir tel équipement et on voit ça auprès des Rwandais. Non, les Rwandais ont vos équipements à vous, FARDC, que vos généraux, vos gouverneurs, tout le monde là dans le coup donne au Rwanda. Une corruption méchante. Il n'y en a pas de bonne, il n'y en a pas de gentille, mais celle qui se passe au Congo fait peur au diable lui-même. Je pense qu'au lieu de commencer à parler du diable, on devrait plutôt parler du Congolais à la place. Tu ne peux pas te faire ça toi-même. Tu ne peux pas faire ça à ton peuple. C'est juste pas concevable par une personne normale. On montre des armes, des frag-vestes, des vestes de fragmentation, des lunettes, comment on appelle, les scopes qui sont des lunettes qu'on met sur le fusil pour des tirs précis. Tout était là. Des casques en Kevlar, nouveau modèle, tout était là. Les gants durs du soldat, les bottes avec protection des tibias, tout était là. Les genouillères, tout était là. Le soldat ne pouvait manquer de rien pour son combat. Et Tshisekedi, d'ailleurs vous aviez suivi le ministre, je pense que c'était Paluku qui disait ça, Paluku qui disait les armes sont achetées, la nourriture est achetée, tout est fin prêt, nous allons récupérer tous les territoires qu'on avait perdus aux mains de l'ennemi et nous allons pacifier l'Est.
Et quelques jours après, je pense moins d'une semaine après, Goma tombait. Inconcevable. Nanga qui dit, les armes qu'ils ont trouvées sur le terrain ne pouvaient que donner la chair de poule. Nonobstant les armes qu'ils ont reçues de la RDC par les généraux, mais disent la quantité d'autres armes modernes, sophistiquées qu'ils ont trouvées à Goma, c'était juste époustouflant. Comment pensez-vous que nous pouvons gagner si nous avons des Congolais de cette mauvaise qualité, des Congolais pourris jusqu'à l'os? Il n'y a pas moyen. Les autres Africains se moquent de nous, sur leur chaîne, ils se moquent de notre armée, ils ont raison. Mais ils oublient qu'eux ne sont pas infiltrés comme nous. Tshisekedi n'est pas responsable de cette infiltration, il l'a trouvée. Mais est-ce que, pour autant dire qu'on peut lui donner du crédit? Moi, je ne lui donne pas du crédit parce qu'il était le commandant en chef. Tu ne vas pas aller combattre un adversaire ayant ses enfants autour de toi, toi qui vas aller le combattre. Mais ses enfants vont te donner une clé bois. Et c'est ce qui est arrivé. Les Rwandais étaient au Congo, disséminés partout, et qui portaient la casquette de Congolais. Certains dans l'armée, d'autres polices, d'autres administrations, en tout cas dans tous les tissus politico-économico-militaires du pays. Et ils étaient majoritaires à des points ou des niveaux de prise de décision ou d'influence. Ils étaient majoritaires. Tshisekedi arrive. Dans son premier mandat, la première partie de son premier mandat, je comprends, c'était des difficultés énormes. La deuxième partie de son mandat, surtout vers la fin, quand il a vu que des officiers congolais quittaient pour aller rejoindre l'armée rwandaise parce qu'ils sont rwandais, c'était un moment magique, un moment, comment je peux dire, une occasion en or pour prendre le reste et le mettre dehors. Oui. C'était le moment de purger, de nettoyer l'armée. Dès que ces gens-là commençaient à sauter, on prenait tout le reste, on jetait dehors. Parce que les Américains, quand ils sont allés en guerre contre les Japonais, ils ont enfermé les Japonais qui vivaient aux États-Unis. Ils les ont enfermés dans des camps de concentration. Comme Hitler avait enfermé les Juifs dans les camps de concentration en Allemagne, les Américains avaient enfermé des Japonais dans les camps de concentration aux États-Unis parce qu'ils allaient en guerre contre le Japon. Tshisekedi a dit au nom de la démocratie, de la gentillesse, de la chrétienté et de la bonté divine. Non, moi je ne ferai pas ça. Voilà tous les problèmes où nous en sommes. La partie influente du pays n'est plus contrôlée par Kinshasa. À Bukavu, c'est la famine, parce que ceux qui venaient de Goma n'arrivent plus à Bukavu. À Goma, c'est la famine, parce que ceux qui venaient de Bukavu n'arrivent plus à Goma. À Kinshasa, c'est la famine, parce que ceux qui venaient de l'Est du pays n'arrivent plus à Kinshasa. À l'Est, c'est la misère, parce que ceux qui venaient de Kinshasa n'arrivent plus là-bas. Donc le pays est étouffé. Le peuple commence à s'indigner. Le peuple commence à murmurer. C'est ça que les ennemis voulaient. Ce murmure, cette indignation, cette colère, cette douleur qui vient dans le corps, dans les cœurs, dans l'esprit des Congolais.
et qui ils vont blâmer le président de la République. Nous, on disait, depuis la nuit des temps, mettons ce Rwandais dehors. Non, ne nous écoutez pas. Nous disions, allons demander de l'aide. Arrêtez d'aller vous promener dans les chancelleries européennes ou recevoir des ambassadeurs, je sais pas, des gens de l'Union européenne, aller en France, ça ne sert à rien parce que c'est eux qui sont en train de nous poignarder dans le dos ouvertement. Et surtout quand ils viennent nous poignarder directement dans la poitrine devant nous, face à face, phare à phare, comme on dit à Kinshasa. Ça ne laissait aucune ombre de doute que ils sont avec notre ennemi. Puis un jour, les ambassadeurs ont fait une déclaration commune à la télévision à Kinshasa qui sont avec le Rwanda. Et ils ont donné à la RDC des injonctions. Ne construisez pas un mur entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi ils ont dit? Parce que le Congolais en parlait. N'attaquez pas le Rwanda. Pourquoi ils l'ont dit? Parce que le Congolais en parlait. Ils ont dit tout ce que le Congolais... Oh, ne changez pas la constitution parce que les Congolais en parlaient. Alors, avec tout ça, nous, on continue. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons. Pourquoi cette fixation sur l'Europe? Quand le Rwanda grignote un territoire congolais, vite, vite, cessez le feu. Les Congolais disent, nous on observe le cessez-le-feu, c'est le Rwanda qui n'observe pas. Le Rwanda prend notre territoire, on crie, États-Unis regardez, Américains, Français regardez. Non. Les Rwandais nous ont complètement pris pour des idiots. Mais ont-ils tort? Non. Seuls les idiots agissent comme nous agissons. Oh non, nous on doit observer le cessez-le-feu, nous suivons les lois internationales. Le Rwanda ne suit pas ça. On ne lui fait rien. Nous avons déjà perdu une partie de notre territoire. Est-ce qu'on peut être plus blessé que ça? Nous n'avons pas de constitution, celle que nous avons, c'est de la merde qui vient d'ailleurs pour déstabiliser notre pays, le découper en morceaux et donner le tout aux ennemis. On ne touche pas, vous devez donner tout au Banyamulenge. Non, Banyamulenge. Et les Baviras sont quoi? Et qui ont toujours habité Mulenge. Les Babembe sont quoi? Eux qui ont toujours habité Mulenge. Les Bafuliros sont quoi? Eux qui ont toujours habité Mulenge. C'est seulement les gens qui sont arrivés en 1964 comme réfugiés, on les amène là-bas, qui se nomment Banyamulenge. Les vrais Banyamulenge, ce sont les Bavira, les Babembe, les Bavira, les Bafuliru. Ce sont ces gens-là, les vrais Banyamulenge, s'il faut le dire. Mais chez nous, on ne s'identifie pas par un lieu. C'est la tribu. La tribu Fuliru, qui appartient au Bafuliru. La tribu Havu, qui appartient au Bahavu. La tribu Rega, qui appartient au Barega. La tribu Kuba, qui appartient au Bakuba. La tribu Tetela, qui appartient au Batetela. Les Ngbaka, tribu Ngbaka, Ngbande, qui appartient au Ngbaka, qui appartient au Ngbande. Azande, ça appartient au Bazande. Les Teke et les autres, ce sont les tribus.
On ne va pas nous créer quelque chose qui vient de nulle part. Banyamulenge, Banyamelangue de marde. Banyamulenge. Et les Congolais sont là. Les Banyamulenge, les Banyamulenge. Vous répétez ces choses-là, les communautés internationales commencent à réclamer ça. Parce que vous répétez ça bêtement. Ce sont des Banyarwanda. Appelez-les des Banyarwanda. C'est ce qu'ils sont. Alors, au lendemain, à la veille du tombé de Bukavu, le 20% des Congolais trouvent qu'ils sont en danger. Et c'est ainsi que ce 20%, avec la gracieuseté de ce généreux et colonel vendu, ils ont fui. Ils n'ont pas protégé la population. Ils n'ont pas protégé la nation. Ils n'ont pas protégé le territoire, l'intégrité territoriale. Ils ne l'ont pas fait. Quand les Rwandais sont arrivés, le 80% des éléments du camp Saïron, ces Rwandais-là, se sont rejoints à eux. Vous vous rendez compte de la difficulté que nous avons au Congo. Alors, les gens de l'Afrique qui condamnent les Congolais, qui critiquent les Congolais, si on avait fait à ces pays-là ce qu'on a fait au Congo, eux n'existeraient plus. Qu'ils arrêtent de nous vanter leur capacité de combat. Non. Parce que les Congolais d'aujourd'hui, ce sont les Aïrois d'hier. Quand le pays n'était pas aussi fragilisé, n'est-ce pas les phases qui allaient partout en Afrique pour aider les autres pays? Si aujourd'hui Kagame se décide d'infliger une souffrance sans nom aux Congolais, c'est parce qu'il a encore ça à la gorge. Quand il était sur le point de prendre Kigali et qu'on a parachuté de jeunes gens zaïrois qui venaient de Kanseta, les troupes aéroportées de Seta, et d'autres qui sont venus de Kibomango, et un peu de Kamanyola, un peu de Rumangabo. Ils sont allés là-bas, ils ont chassé les Kagame et l'armée ougandaise. Kagame ne l'avait jamais oublié. Alors il a voulu faire payer aux Congolais cela. La jeunesse congolaise, qui n'avait rien vu de ça. Mais, comme on dit, c'est de bonne guerre. Quand on est faible, on se fait taper dessus par les autres. Mais le peuple congolais n'a pas été faible pour être faible. Il a cru aux Congolais qui venaient, comme ceux qui sont avec les Rwandais aujourd'hui. Les autres étaient avec les Rwandais en 97, quand ils sont arrivés. Le peuple congolais, qui en avait marre de Mobutu, les a accueillis. Et c'était là le début de la chute du pays. Kagame d'aujourd'hui n'a pas la même chance. Le peuple congolais ne croit plus aux Rwandais. Le peuple congolais ne croit pas à ces têtes congolaises qui viennent devant comme tête d'affiche et derrière eux des cohortes et des cohortes des Rwandais. Non. Vous allez utiliser la force pour prendre ce que vous allez prendre et par la force, on va vous sortir du pays. Les Congolais vont être des saboteurs, vont être des guerrieros. Vous allez souffrir comme vous n'avez jamais souffert. Vous allez être canardés dans les rues, dans les marchés, dans vos appartements, sur l'eau et sur terre. Les Congolais vont vous canarder.
On va vous tuer comme des mouches et vous allez retourner chez vous. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez autrui. Les Congolais ne sont pas au Rwanda, rappelez-vous cela. Tshisekedi a commis l'erreur de les garder dans notre armée et de leur laisser le commandement. J'espère que maintenant, il va comprendre que le reste de ce Rwandais-là n'auront plus le commandement. Et que les Congolais qui ont été officiers sous Kabila n'auront plus de commandement. S'il ne le fait pas, il n'est pas sorti de ce mauvais pas et ça va s'empirer. Comme les Rwandais ne pourront pas traverser territoire par territoire comme ils l'ont fait en 1997 avec Laurent Désiré Kabila, ils n'auront pas cette population qui va les aider. Ils vont devoir faire des incursions de petits groupes de soldats. Et le traumatisme qui est dans le Congolais va faire que le Congolais va céder croyant qu'il y a de nombreux. Hier, je vous disais dans une vidéo, avant-hier, que quand nous voyons les troupes rwandaises arriver en grand nombre, nous croyons que tous ceux-là sont des soldats aguerris. Le Rwanda n'a plus tout ça. On les a tellement tués dans le Nord Kivu, dans le combat de Kanyabayonga, de Rubaya là-bas et partout. Ils sont morts en masse. Ceux qui sont là, ce sont des recrues sans expérience et qui n'ont vraiment pas aguerris du tout. On les ramasse, on les amène comme ça. Attaquez-les. Résistez-les, vous allez voir que vous allez les canarder comme ça. J'ai dit des choses qu'on me dit de là. Et les politiciens congolais qui sont à Kinshasa, quand l'Ukraine a été attaquée, tout politicien ukrainien parlait de son pays partout. Toute télévision ukrainienne, tout journal, toute presse écrite ou non écrite était en train de parler de leur pays, de galvaniser la population. Au point où la population ukrainienne est devenue ultra hostile aux soldats russes. Nous, on ne le fait pas chez nous. Pourquoi? À quoi sert la RTNC? Payez les TikTokers, payez les YouTubers qui sont là. Il y a des petites chaînes qui ont toujours défendu la nation. Et vous les laissez comme ça, vous ne les supportez pas. C'est le moment d'aller donner de l'argent là-bas. Comme les Yeba TV, je sais pas, les Balamwange, les Gili Bokwala, les Mitterrand Naya, les Sango, Mutombo, et d'autres. Il y en a plusieurs, je connais pas tout le monde. Il y a Chancela, il y a la Panthère Noire, il y a beaucoup de gens, je ne peux pas citer tout le monde. Et d'autres qui le font aller de l'extérieur, comme le Congo est à nous, Kalonji TV. Ces gens-là font ça chaque jour, payez-les. Come on, payez-les. Qu'ils ne vivent que de ça maintenant, qu'ils ne fassent que ça. Les gens que vous voyez là, les influenceurs que vous voyez, ils ont 2000, 6000, 40 000 gens qui les suivent. Vous les payez. Il y en a même qui ont 2 millions, 3 millions. Vous les payez. Parce que dès qu'ils disent un seul mot, c'est des milliers et des milliers de gens qui entendent ça. Nous avons à faire la propagande. En guerre, c'est la propagande qui fait la partie du travail. Une grosse partie du travail, c'est la propagande. La propagande, ça peut être la vérité,
mélangé aux mensonges, mélangé aux créations de nulle part. Tout fait partie pourvu que vous fassiez mal à l'ennemi, que vous fassiez peur à l'ennemi, que vous fassiez croire que vous êtes puissant quand vous êtes faible. Et faire croire à l'ennemi que vous êtes faible quand vous êtes puissant. Tout c'est dans le but de le détruire. Et le Rwanda a réussi sur ce point, c'est incroyable. Ça liste là-bas, les gens sont en train de dire tunachoka shiba no tusahau. Nous sommes fatigués, on nous a oubliés. Pourquoi? Parce que voilà, chaque petit projet, c'est dans Kinshasa. Comme si Kinshasa c'était la fin. C'est ce qui résume le Congo. D'ailleurs, c'est une ville difficile à construire parce que la ville est un bidonville lui-même. Alors, au lieu d'aller construire ailleurs, d'aller construire dans les autres provinces, Dieu merci, ils avaient commencé à construire quelque chose dans le Kasaï oriental qui n'avait jamais rien eu de toute sa vie. Mais les gens ont rougi les yeux de jalousie. Voir juste une seule ou deux routes construites dans Mbujimaï. Finalement, un aéroport en construction à Mbujimaï, c'est tout un problème pour le restant du Congo. Au Kivu, il y a l'aéroport de Kavumu, il y a de Minembwe, il y en a de Ouvirage, il y en a de Kaziba, de Goma, partout là-bas des aéroports. Mais dans le Kasaï, il n'y avait rien. On construit un seul aéroport. Ça vous fait des problèmes. On construit deux routes dans toute une province. Juste dans la ville, une route, je pense, de 4 km. 4 km. Et vous pleurnichez. Mais Bukavu, c'était un bijou. Pourquoi Bukavu s'est détruite? C'est à cause de votre gestion, vous les enfants du Kivu. Bukavu, c'était un bijou. Nous avons grandi dans une ville qui était belle. Les routes étaient belles. On allait du centre-ville, du feu rouge, on prend le bus, place du 24, on va à Bagira, on va à Kadutu, on va à Ibanda, Ngouba, partout là-bas, à vive allure, de belles routes, tout était beau. L'eau ne coulait pas dans les rues, ça coulait dans les rigoles bien tracées et bien bétonnées. Je me rappelle comment, quand on était enfant, on allait pêcher dans les eaux qui coulaient dans les rigoles. On pensait qu'on pêchait, on pêchait des poissons, il n'y avait pas de poissons, des grenouilles. Nous, on pêchait des grenouilles. On ne va même pas les manger, mais on allait pêcher les grenouilles. Dans les rigoles, l'eau coulait. Je me rappelle on prenait les rigoles qui partent des quartiers D, hein, pour ceux qui connaissent la ville de Bagira, la zone de Bagira. De quartier D, il y avait des rigoles, de grosses rigoles profondes qui acheminaient l'eau de quartier D vers quartier C et ça allait vers Mbobero et ça allait descendre dans le lac Kivu. Nous, on allait là-bas, on entrait dans ces rigoles-là. L'eau nous traînait à vive allure d'une manière incroyable. Toute la journée, nous sommes là et ça nous jette dans la rivière qui partait de Nyakavogo, hein, du lycée Nyakavogo, ça descendait comme ça au camp PM. Ça descendait. Comment vous appeliez ça? On était enfants, je ne pouvais pas connaître tous ces noms-là. Ah, c'était la belle vie. Tout était beau. Les routes, les sentiers. Il y avait de l'électricité dans chaque maison. Il y avait de l'eau qui coulait au robinet dans chaque maison. On avait des douches pour les maisons de ONL, Office national de logement, mais dans certaines maisons, il y avait des salles de bain et des douches, tout c'était beau. Nous avons détruit notre propre pays. Mais à cet temps-là, au Kasaï, rien n'était construit là-bas en Mbujimaï. Rien. Mon aska turo mubaya. Baluba wanafanya nini? De 1960 jusqu'à 2019, les Baluba ne géraient pas le pays. Les Baluba étaient rejetés, poussés en arrière. On donnait de la place à tout le monde sauf aux Baluba. Boma
Muluba Tikanyoka. Hein? Vous vous rappelez ça? On a mis ça dans la tête des Congolais. Il faut détester ce peuple-là juste parce que le peuple a résisté aux Blancs, aux colonisateurs. Ce peuple a défendu la démocratie et a combattu la dictature. Nous avons eu quelques balouba que Mobutu a utilisés. Les Mabi Mulumba comme premier ministre, Mulumba Lukoji, premier ministre, Pinga Kasenda, premier ministre, Kalongo Mbikai, directeur de cabinet. Il y en avait quelques têtes là. Le reste là, ça mangeait dans les poubelles. Ils n'avaient rien. Chez eux, il n'y avait rien. Je passais beaucoup de temps à aller là-bas, dans ces provinces-là. Vous rencontrez le peuple qui est riche de cœur. Ils aiment tout le monde. Tu arrives là, pour ceux qui ont été au Kasaï, mais peut-être c'est pareil aujourd'hui. Tu arrives au Kasaï, dès que tu dépasses les Kaminala, tu commences à rencontrer des Kasaïens. Mais dès que tu mets ta patte dans le Kasaï, tu vas juste te dire, il parle Chiluba, mais je me sens chez moi parce que je ne comprends pas Chiluba, mais... Et ils s'en foutent d'où tu viens. Ils te parlent dans leur langue pour t'accueillir. Et ça ne va pas être long. Tu vas commencer à parler Chiluba dans pas long parce que tu es tellement à l'aise, tu es bien. Tu es heureux. Que ce soit les bidias qui sont en train de manger avec le dilombolombo, ils te donnent ça, tu manges avec eux, sans problème. Que ce soit le matamba avec du bidia, ou bidia c'est le foufou, et quelquefois ils appellent ça un shima, ça dépend de quel côté du Kasaï tu es. Un shima, bidia, c'est la même chose. Ils adorent leur pondu qu'ils appellent le matamba. Ils ont le dilombolombo là. J'adore le tilombolombo. J'en ai mangé du tilombolombo au point où je pouvais me sortir par les oreilles. Au début, je n'aimais pas. Mais quand on préparait ça, c'est-à-dire, bon, on va cueillir ça, on sèche ça au soleil, ça sèche un peu, puis on retrempe dans l'eau, ça devient un peu tendre. Bakalingi yango, ba pilipili, tomate, matungulu. Bazwi mbisi ya kokauka to ya mbisi ya kokauka to ya o bayita wana. Ah, le mikebuka. On me dit, acha, utakula bugali saa kitu kingine. Wako unakata tonge hivi, tu saa unakamata hivi na unatia mkinyi, bugali kuna shuka vitesse moya. Acha. Mais, curieusement, je n'avais pas mangé du chien, hein. Je n'avais même pas trouvé nulle part où on mangeait du chien là-bas. Vous savez que dans chaque province chez nous, il y a quelque chose qu'on dit qu'on mange de bizarre. Les Bashi sont réputés pour manger les chats, mais je n'avais jamais rencontré un mouchi qui mange du chat. Mais c'est la réputation. Et vous savez comment ils appellent le chat, les Bashi? Machi Mamira. Machi, c'est la salive. Mamira, hein? Donc ça fait saliver, ça fait avaler la salive. Vous vous rendez compte? Du chat. Mais le mouche qui mange du chat, prétendument, va insulter le moulouba qui mange du chien. Où est la logique dans ça? Donc toi, tu te sens civilisé et l'autre non civilisé parce que lui, il mange du chien. Alors moi qui ai été partout là-bas, je n'ai vu ni un mouche manger du chien, ni un moulouba manger du chien. Un mouche qui mange du chat, ni un moulouba qui mange du chien. Je n'en ai pas vu. Quand je suis allé chez les Barega, j'ai trouvé que les Barega mangeaient les rats. De gros rats là qu'on appelle le mukumbi. Et c'est délicieux. J'en ai mangé ça. J'ai mangé le kobe. Kobe, c'est la tortue. Chez
Rega. Quand j'arrive au Kasenga, j'ai mangé le kibokolo. Kibokolo, c'est l'hippopotame. J'ai mangé du crocodile là-bas, chez les Kasenga, chez les Babembe. Pas Babembe, mais les Babemba. Donc, chez Samalukonde. J'ai mangé là-bas. Et c'est là aussi que j'ai mangé l'éléphant. Toujours au Kasenga. Donc, dans chaque province, il y a quelque chose qu'on mange que les autres ne mangent pas. Ça ne fait pas de vous plus ou moins. Ça fait partie de la nourriture. De toutes les façons, ici au Québec, on dit que tous les peuples mangent les bibites de chez eux. Donc, les bestioles de chez eux. Vous connaissez l'ours. Au Québec, on mange l'ours. Mais le jeune du Québec qui mange l'ours va rire du Chinois qui mange son chien. Ça ne marche pas, là. Toi, tu manges l'ours, l'autre mange son chien, ça devient un problème pour toi parce qu'il a mangé du chien. Mais toi, tu manges l'ours. Alors, c'est comme ça que Tshisekedi s'est planté lui-même en gardant des étrangers dans son armée. Tu les as trouvés, ils ont commencé à te quitter pour aller vers l'ennemi. Tu aurais dû commencer et les jeter dehors. Quand Bunagana tombe et que les soldats congolais qui étaient là se sont tout bonnement retirés, on comprend, ils n'étaient pas nombreux, ok. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on n'a pas attaqué Bunagana et que ces gens-là se sont retranchés là-bas, comment vous allez sortir de là? Ils ont pris Kanyabayonga, vous ne les avez pas attaqués pendant qu'ils se déplaçaient des colonnes et des colonnes à perte d'horizon, à perte de vue. Toute la journée, sans se déplacer. Pas un Sukhoi qui là, il ne fait qu'une bombe. Il prend Kanyabayonga. Nos soldats s'étaient sacrifiés, crucifiés pour chasser les Rwandais des mines de Rubaya. Les soldats ont pris les mines de Rubaya. Au lieu de venir renforcer ça, vous savez que c'est critique pour le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas vivre sans nous, sans ces minéraux-là. Vous devriez vous dire qu'ils vont venir tenter de reprendre ces terres-là. Mais vous n'y avez pas pensé. Vous, les généraux congolais. Pendant que vous savez que ça, c'est critique. Ce sont là les minéraux d'aujourd'hui et de demain qui sont là. On vient de chasser les envahisseurs qui étaient là. Et vous ne pensez pas qu'ils vont revenir d'une façon ou d'une autre? Vous les avez laissés? Ils sont revenus, ils ont tué les quelques Congolais qui étaient là. Ils ont repris ça. Les mines d'or. Et vous condamnez le président Tshisekedi. Vous voulez le faire haïr par son peuple. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, il faut harceler. Il faut harceler, harceler, harceler. Ne laissez pas ces gens-là se retrancher et faire s'implanter dans ces villes-là. Il faut les harceler. Former des petits groupes qui se disséminent dans la population. Il faut les armer. Il faut dire à la population, il faut le dire à la télévision, à la radio. Galvaniser la population, dites, attaquez ce soldat-là. Dans le noir, tu le trouves, tu es capable de le tuer, tue-le. Tu es capable de l'égorger, égorge-le. Il faut que les soldats rwandais qui sont sur notre territoire et leurs alliés puissent avoir peur à tout moment. À tout moment. Et que leurs pertes soient comme les pertes qu'ont subies les forces de l'OTAN en Afghanistan. Ces paysans afghans-là n'avaient pas les moyens de se battre contre les forces de l'OTAN. Mais c'est eux qui ont gagné. C'est les forces de l'OTAN qui avaient peur. Ce n'étaient pas les Afghans. Parce que tu es dans la population, tu ne sais pas qui est le taliban. Tu ne sais pas ce que cette femme-là a sous sa robe.
Tu ne sais pas si la personne là qui passe, qui se couvre le visage complet, est un homme ou une femme. Et qu'est-ce qu'il y a sous sa robe? Évidemment, c'est là qu'il y avait des armes. De nulle part. Il rend sa roquette contre votre camion. Votre auto blindé, boum, et le soldat dedans. Ça ne doit pas attendre. Il faut les harceler. Absolument les harceler. Et pendant ce temps, vous préparez les armées de la RDC. Et cette fois, prenez seulement ceux-là que vous avez formés. Oubliez les soldats de Kabila. Oubliez-les. Envoyez ces généraux, ces colonels à la retraite, et ceux qui ont trahi, il faut les mettre sur la place publique, que le peuple voit. Le peuple veut voir ça. Quand le peuple voit que ces généraux-là ont trahi, ont laissé le pays aux étrangers, et qu'il n'y a rien qui se dit, on ne sait pas ce qui se dit ou fait sur eux, mais la population commence à se dire, oh bon, ça en est ainsi, hein, que moi aussi je vais servir le Rwanda pour que je mange moi aussi. Il n'y a rien qui se passe pour les traîtres, ceux qui ont vendu le pays. Alors moi qui suis sur place ici, et ainsi le pays va basculer comme un jeu là, comme ça. On nous dit aujourd'hui, ah non, il y a eu des sanctions contre James Kabarebe et l'autre. Quoi? James Kabarebe? Qui il est aujourd'hui au Rwanda? Il est citoyen normal. Quand il était ministre de la Défense, quand il était chef d'état-major général, c'est à ce moment-là qu'on devait faire des sanctions contre lui. Et quelles sanctions? Quelles sanctions? On lui défend de venir où? Aux États-Unis? Mais il s'en foutu, lui. Oh, contre Willy Ngoma des sanctions. Est-ce que Willy Ngoma a même un compte bancaire au Rwanda pour que... Il s'en fout qu'on lui fasse... Ça, c'est nous berner. Et je vois les Congolais qui sont partis. Hey, ça commence à arriver Kagame maintenant. Non, il n'y a rien. Si on n'a pas frappé Kagame, on n'a pas sanctionné le pays, le tissu économique du pays, si on n'a pas déclaré que tous les minéraux de coltan ou de diamants, de cuivre, ou je ne sais pas, tout ce que le Rwanda vole chez nous, que ce ne sera plus accepté dans aucun autre pays. On refuse aux Émirats arabes de le prendre, on refuse au Qatar de le prendre, que non, le Rwanda ne produit pas ces minéraux-là, il ne peut pas les vendre. On ne le fait pas. Il n'y a rien qu'on a fait au Rwanda. On est en train de mentir aux Congolais. Alors arrêtez de nous dire, ah maintenant regardez, non, Kagame a Suki, non a Sukité, il est renforcé. Et les gens de notre pays, je ne sais pas hein, qui vous allez rencontrer pour faire le gouvernement américain là. Le lendemain, le premier meeting public que Trump fait à la Maison Blanche, les questions sont posées par les journalistes et les questions viennent des journalistes qui supportent le Rwanda. Là-dedans, il n'y a pas un qui supporte le Congo. C'est l'agresseur qui est représenté à la Maison Blanche. Vous voulez aller rencontrer des sénateurs? Vraiment? Les sénateurs américains? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Oh, il faut rencontrer cet Melendez, c'est lui l'homme. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Rien. Mais il y a des gens. Moi, j'avais dit dans une vidéo, j'ai dit, il faut aller rencontrer des gens qui sont liés émotionnellement à Trump. Quand je retourne, moi, à la maison, ces gens-là qui sont émotionnellement liés à moi, ma famille directe, mon sang, c'est là les gens qu'il faut aller voir. Trump a envoyé son enfant au Groenland, pour aller
parler avec le peuple de là. Vous ne voyez pas, dès que vous entendez cela, vous ne voyez pas que ça devient lui, l'homme de confiance du Trump qui va négocier certains dossiers qui sont très critiques et aller tout de suite aller rencontrer Don Junior, faire tout pour le rencontrer. Ivanka Trump a scrapé un peu son dossier auprès de son père parce qu'il a lâché son papa quand son papa avait besoin d'elle. Et ça fait que son père ne va pas la refuser parce qu'il l'aime tellement, mais elle n'a plus le même droit au chapitre qu'avant. Aller rencontrer Don Junior. Aller rencontrer l'autre fille dont j'oublie le nom. Sa fille. Cette fille-là a travaillé énormément pour son père. Elle a été partout pour défendre son père. Cherchez une personne comme ça. Dès que ce message arrive, quand papa est à la maison et que son fils l'appelle, et qu'il voulait faire un appel, mais il laisse parce que son fils l'appelle. Il voulait aller quelque part et qu'il attend parce que son fils l'appelle. C'est en ce moment-là que le message passe. Papa, fais quelque chose. Tout le monde saura que ce peuple qui a été meurtri pendant 30 ans, qui a perdu plus de 15 millions aux mains des Clinton, des Obama, des George Bush, que ce peuple finalement a eu un répit, que vous avez été celui qui a mis la paix là-bas. Et dans l'entretemps, nous sommes en train de chercher les terres rares, non? C'est là qu'ils sont. Au lieu que ce soit les Chinois, les Russes qui les accueillent, nous pouvons être là. Faire le business directement avec le pays. Nous avons les minéraux rares, des terres rares, et voilà aussi que vous avez mis la paix là-bas. Ce peuple-là se rappellera. Ils vont graver dans leur cœur. Ils vont graver sur leur rue. Rue Trump. Rue je ne sais pas qui. Rue Trump Junior. Tout ça, ils vont faire ça. Les noms des rues qui étaient des colons, les peuples, les colonisateurs européens qui étaient dans ce pays-là, on va mettre les noms des Américains. Trump. Ça partait de génération en génération. Vous ne faites pas cela. Vous passez tout votre temps à crier, à crier, à crier. Je suivis avant-hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Quel a été ce pays qui nous a défendus? Il y a eu un seul. Un seul pays nous a défendus. L'ambassadeur du Burundi a défendu la RDC en des termes clairs. Les autres, même l'ambassadeur de la Chine qui dit seulement nous devons faire cesser les armes, nous devons demander aux troupes, aux différentes armées de cesser le feu. Et pourtant, eux, ils ont des intérêts chez nous. Mais ils font un discours vague qui ne touche pas au Rwanda du tout. Le Burundi a taclé le Rwanda en des termes clairs et directs pour défendre la RDC. C'est le seul pays. Évidemment, parce qu'eux aussi sont en danger. Mais au moins, ils l'ont fait. Le Burundi est capable de se revirer de bord, parler avec leurs frères rwandais, et ça va aller beaucoup plus mal pour nous. Oh, le Congo doit seulement... pourquoi nous pensons toujours... Vous dites la Russie, la Russie, la Russie. Est-ce que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes? Oui, nous devons compter sur nous-mêmes. Mais dites-nous, un seul pays au monde, si ce n'est que la Russie, un seul pays, un autre pays au monde qui a fait la guerre seul, sans demander de l'aide.
ou sans être assisté par les autres. C'est la Russie seulement. Les États-Unis, toujours avec les autres pays occidentaux. Quel autre pays? Si on parle seulement des Occidentaux, tous ces pays-là viennent toujours ensemble, même pour aller se battre contre un pays qui n'avait plus d'armée, l'Irak. Ils étaient là tous. Pour aller en Afghanistan se battre contre des paysans en babouche et en robe. Ils étaient tous là, ensemble. La Russie affronte toujours ses ennemis seule. Voilà un pays. Il y a quelqu'un qui me dit, oh, moi j'ai vécu là-bas, j'ai étudié là-bas. Ici au conspiratorium, c'est un conspiré. Et il y a beaucoup de racisme. Dites-moi un seul pays qui n'a pas de racisme. Pourquoi vous pensez que les Rwandais sont en train de détruire les Congolais, les tuer comme ça? C'est parce qu'ils n'aiment pas les Congolais, non? C'est pas du racisme. Le racisme, c'est pas seulement question de couleur. Ça peut être une tribu, ça peut être une nation contre une nation qui même se ressemblerait. Mais quelqu'un qui va dire, moi je suis supérieur. Les Allemands croyaient qu'ils étaient supérieurs aux autres blancs. Aujourd'hui, les Ukrainiens pensent qu'ils sont supérieurs aux Russes. Tout ça, c'est du racisme, non? Alors, ça n'a rien à voir avec la peau. Alors, le racisme est partout. Arrêtez de dire les Russes sont racistes, mais vous êtes plein là-bas. Le comportement de certains Noirs, nous voyons des vidéos, comment ils se comportent là-bas. Quand vous êtes chez autrui, essayez de vivre comme autrui. Respectez les gens. Mais vous voulez faire le gros dos. Vous voulez tenir un langage égaré. Quand tout le monde passe ici, vous voulez sauter la clôture pendant que tout le monde est en train d'aller passer par la porte. Pourquoi vous voulez faire des choses comme ça? Et vous pensez qu'on va nous aimer comme ça? Vous arrivez chez autrui, les Russes ne se promènent pas avec les pantalons qui baissent, on voit les sous-vêtements dehors. Vous voulez vous habiller comme ça chez eux, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas vous aimer. Vous n'êtes pas capable d'aimer une seule femme et l'épouser. Mais vous êtes en train de courailler toutes les femmes en Russie, toutes. Ils ne vont pas vous aimer. Ils ne vont pas avoir de considération pour vous. Et avec ça, c'est toute la race qui tombe. Mais c'est le seul pays qui a aidé les pays africains à se sortir des griffes de colons. Le seul. Alors, je ne vois pas de mal à aller auprès des Russes, car nous-mêmes ne pouvons pas. Aucun pays ne se bat seul. L'Afrique du Sud, les Sud-Africains noirs, tout le monde qui pouvait, incluant même nous les Aïrois, nous les avons aidés. Et vous voulez dire que nous, on ne peut pas demander de l'aide? Oui, nous pouvons demander de l'aide. On se fait avoir, on se fait poignarder dans le dos, mais est-ce que nous avons mieux? Non, nous pouvons toujours continuer à nous entraîner, à nous former, tout en demandant de l'aide. Puis un jour, nous sommes assez forts pour affronter nous-mêmes certains ennemis de certaines catégories. Mais quand l'ennemi est plus fort, oui, on demande de l'aide. Il n'y a pas de mal avec ça. Tu sais qu'il dit, il court partout, il est tout le temps en voyage. Oui. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas ce voyage, c'est ceux-là qui sont avec l'ennemi. Parce que dans ce voyage-là, c'est avec ce voyage-là qu'il a réussi à décrocher la levée d'embargo, non? D'embargo militaire. Vous vous rendez compte, le pays qui était martyrisé au monde ne pouvait même pas s'acheter une bonne arme. C'est grâce à ce voyage-là. Aller parler, supplier, et c'est tout ce qu'il fait. Allez, quand ils veulent, bon, on lui dit non, ne viens pas ici, parce que ce n'est pas nous qui prenons les minéraux chez vous, les minéraux sont pris par le Qatar. Il dit non, mais je ne vois pas le Qatar dans ça, mais je vois des compagnies américaines, canadiennes. Oui, mais ces compagnies-là amènent ça au Qatar, c'est le Qatar qui se charge du blanchiment de tout ça, et puis ça va aux États-Unis. Il va là-bas parler aux Qataris. Il trouve que les Kabyles ont mis beaucoup d'argent là-bas. Tout ça.
Pourquoi le Rwanda déteste? Le Congo qui payait les salaires des policiers rwandais, tanzaniens. On parle maintenant, aujourd'hui, nous savons que le Congo donnait 88 millions par an. 88 millions par an au Rwanda. Juste comme ça donné. Sous Kabila. Tshisekedi a court-circuité tout ça. Mais ils vont chercher à le faire chier, non? Et ils en ont les moyens parce que c'est eux qui ont géré notre pays pendant 30 ans. Que Tshisekedi aille à droite, ils sont là, qu'il aille à gauche, ils sont là, qu'il avance, ils sont devant lui, derrière son dos, ils sont en train de le poignarder, ils sont partout. Et nous, les bons idiots congolais, nous ne comprenons pas qu'il faut aider Tshisekedi, nous sommes en train de le pointer au doigt et de le vilipender. Non, moi je ne ferai pas cela, même quand je le critique, je vais le soutenir. Car l'avenir du pays dépend des efforts qu'il est en train de fournir aujourd'hui. Et cet avenir-là, c'est pour nos enfants. C'est pour les enfants de nos enfants. Et nos arrière petits-enfants. De la même manière que nos aïeux nous ont donné ça aujourd'hui. Qui c'est qui dit porter l'étendard? Nous devons le suivre. Il n'y aura pas de sanctions contre le Rwanda. Il n'y aura pas de sanctions contre Kagame. Alors, tout ce qu'on nous dit là, c'est du bluff. Arrêtez de dire qu'il y a quelque chose. Non, non. Quand vous voyez ça, rejetez ça du revers de la main. Il ne faut même pas... Hein, je ne sais pas. On ne voit pas les choses de la même manière. On ne voit pas les choses de la même manière. Moi, je ne crois pas en ce qui n'est pas palpable. Si on frappait les exportations du Rwanda des sanctions, aujourd'hui même le Rwanda va retirer son dernier soldat du Congo, immédiatement. Aussi longtemps que tout cela n'est pas fait, c'est de la poudre aux yeux. Continuez le combat. Tous, vous avez vos téléphones, utilisez-les. N'attendez pas, vous croisez les bras, vous attendez. Non, vos frères à Bukavu, les vôtres à Goma, et partout là-bas, à Beni, Kanyabayonga, Bunagana, ils attendent la libération. Ils sont assiégés, ils n'ont pas de choix, ils sont là. Mais ils n'aiment pas ce qui arrive. À Bukavu, là-bas, là, les gens ne sortent pas. Ils sont dans les maisons, affamés, malades. Ils sont là, ils ne peuvent rien. Il n'y a rien qui circule. À Goma, on n'en parle pas. Tout le monde regarde les gens qui sont en Occident. Le téléphone sonne. Mes enfants sont malades. Le téléphone sonne. On n'a pas à manger. Le téléphone sonne. On n'a pas à boire. Le téléphone sonne. Il y a tous les problèmes et tout le monde appelle. Nous prenons le téléphone parce que nous n'avons pas de choix. Sinon, nous allions fuir et ne plus toucher au téléphone. Le téléphone de très loin. Mais nous prenons les appels parce que ce sont les nôtres. Juste les entendre parler. Hein, quand ils sortent tout ce qu'ils ont là. Et surtout, il ne faut pas oser leur promettre quoi que ce soit. Ne promets rien là. Ne promets rien. Si tu trouves quelque chose, tu envoies sans promettre. Il ne faut pas promettre. Quelqu'un te demande de l'aide, ne dis pas, ok, je vais voir. Non, 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 non. Tu es dans l'eau chaude, à Soubara. Il attend le lendemain que tu envoies ça. Dis seulement, je n'ai rien. Oh, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose, je suis... Il dit, oui, je comprends. Mais tu n'es pas aussi seul. Mais je n'ai rien. Dis seulement, je n'ai rien. Quand tu as quelque chose, tu envoies. Tu n'as rien, dis que tu n'as rien. Sinon, les gens là-bas là, sont en train de mourir, de crever. Tout ça à cause de ces généraux congolais qui ont poignardé, croyaient faire mal à Tshisekedi, mais ils vont faire mal à toute la nation.
de vrais racailles, de vrais ramassis d'humains. Vive la RDC, vive Tshisekedi. Nous vaincrons. Hurrah!